Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr Federico Lamberto. Alors, aujourd'hui, une invitée très spéciale, l'unique Catherine Perrin. C'est une personne importante pour moi, entre autres parce qu'elle est la première personne qui m'a donné la chance de faire de la radio, d'avoir un micro et de discuter à une tonne de gens, à l'époque de l'émission Médium Large qui était à ici Radio-Canada Première. Et pendant 8 ans, j'ai eu la chance de la côtoyer tous les vendredis pour 1 heure ou 1 heure et demie, dépendamment des saisons. Et elle a été un professeur. Littéralement, elle m'a enseigné comment faire de la radio. Mais enseigner, vous savez, des fois, il y a des professeurs, ils ne vont pas directement vous enseigner. On fait juste les observer, on apprend énormément. C'était le cas ici. Et quand j'avais des incertitudes, il fallait lui parler, puis elle avait toujours de précieux conseils à me donner. Cette plateforme-là, ce plateau-là m'a amené à me faire des grands amis, encore importants aujourd'hui. J'ai rencontré une tonne de gens avec qui j'ai gardé contact. Vraiment, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Et je n'ai même pas eu le temps pendant l'épisode, quand on s'est rencontrés, de lui dire tous ces mots, de lui dire merci et à quel point tout ça a transformé ma vie. On était trop pressés, excités de discuter de 1001 sujets. Donc, le truc central, j'ai pas eu le temps de le faire, alors je le dis maintenant. Mais de toute façon, faire des compliments, des fois, directement à quelqu'un, il y a un malaise, alors des fois, c'est mieux un petit retard, comme ce moment. Et donc, je suis fier de ce moment parce que le ton de la conversation, oui, ça ressemble un peu à Médium Large, étant donné que c'est nos deux voix et on discute, on se lance la balle, mais c'est pas mal, le ton est plus près de ce qui se passait avant et après l'émission. D'ailleurs, je le fais remarquer, on se tutoie et c'était la première fois qu'on se tutoyait devant des micros, alors c'est assez amusant. Elle n'a pas besoin d'une présentation, mais quand même, je vais lui faire la présentation officielle que j'offre à tous mes invités. Alors voici Catherine Perrin. De 2011 jusqu'à 2019, Catherine Perrin a animé l'émission Médium Large, les avant-midi de semaine. On la retrouve maintenant à feu vert, toujours sur ici Radio-Canada Première. En 2014, elle publiait un premier livre, Une femme discrète, chez Québec Amérique. Puis plus récemment, 2 romans chez XYZ, l'un très musical, 3 réveils, et l'autre révélant ses préoccupations écologiques, L'âge des accidents. Détentrice d'un premier prix en clavecin du Conservatoire de Montréal, Catherine Perrin s'est produite entre autres avec l'Ensemble contemporain de Montréal, les Violons du Roi, l'Orchestre métropolitain et I-Musici de Montréal. Avec cette formation, elle a enregistré notamment le concerto pour clavecin de Gorecki et a remporté 2 prix Opus. On l'entend aussi avec son trio Bataclan et avec le quatuor Molinari, interprétant les fables de La Fontaine, musique de Rameau et de Denis Goujon. Voici ma conversation avec Catherine Perrin. Avoue que pour un instant, c'est un peu incroyable quand même de voir que maintenant, ça peut se tenir dans une main. Ça peut être grand comme ça. Ça peut être grand comme ça. Ça a 4 entrées. C'est fou. On peut être 4. J'ai fait à date une fois, on était 3. Et écoute, ça se manage super bien. Tout le monde pouvait bien interagir. Wow. Et en plus, en voix séparée. Pour le montage, mettons, toi, tu t'es mis à parler un peu plus doux. Au montage, on peut le grimper. Tu peux juste grimper une entrée à la fois. Donc, ça enregistre vraiment sur 4 pistes. C'est pas... Non, ça enregistre sur 4 pistes. Et écoute, puis là, moi, je suis pas très technologie. Là, avec ce petit bébé-là, je pourrais mettre des thèmes de musique là-dedans pour faire quelque chose de live. J'ai même une entrée pour un 5e invité qui pourrait être sur Zoom ou sur téléphone avec nous. Wow. Non. Puis, tu sais, ça coûte combien, ça?
350 Non, je pensais que tu allais me dire 3000. 350 350 Oh mon Dieu! Ben, il y a des affaires qu'on trouve de plus en plus chères, mais l'électronique, c'est assez hallucinant. Ben, c'est assez hallucinant, puis surtout que là, ça fait déjà un bout de temps que c'est là. Bon, peut-être au début, c'était un peu 500, tout ça. Là, je l'ai eu pas cher, mais puis ça s'améliore et les gens, maintenant, peuvent littéralement produire leur propre contenu. Bien sûr. Je veux dire, puis n'importe où, s'il y a une vidéo. La première fois que j'ai acheté ça, c'est quand même cool. Tu vas sur YouTube, il y a toujours quelqu'un qui fait une vidéo trop intense pour expliquer les bienfaits de ça. Puis ils montrent un épisode qui shoot dans le métro de New York. À quel point que tu peux même enlever les bruits extérieurs. Puis tout ça. Puis... Évidemment, ça dépend des micros. Ça a l'air des bons micros. C'est des micros que tu as empruntés ici? Non, pas du tout. Non, c'est à moi. C'est à toi? Je les ai achetés avec Zoom parce que tu pouvais acheter un kit comme complet. Bon, je me suis dit, je vais investir. C'est Zoom, la compagnie? La compagnie ça? Zoom. Pas Zoom. Non, je sais. Mathieu a acheté une petite caméra Zoom aussi. Il y a ça? OK, oui, exactement. Okay. Ils sont dans la caméra, ils sont dans l'audio. Okay. Puis là, ça ici, ben, ça venait tout. Écoute, ça m'a coûté, taxes comprises, les fils, les disquettes pour enregistrer, tout ça, taxes comprises, ça m'a coûté 700$ m'équiper. T'es pas sérieux. Puis là, maintenant, ben, c'est déjà rentable, là. C'est déjà rentable, l'émission, là. Avec parce que, ben, pas rentable directement, mais tu sais, le podcast m'a amené des gens qui m'ont engagé pour faire des talks, participer à des conversations, des animations, toutes sortes de contrats qui fait que déjà, ça le paye, oui. tout ça. Donc, c'est assez... j'en reviens pas de ça. On est surtout courant à cause de la musique, les gens qui vont faire des disques maison. C'est ça que les gens font. Maintenant, c'est aussi des studios maison. Mais pour la dite radio, c'est pas de la radio en ce moment, mais c'est du podcast, mais c'est un peu de la radio. Mais on est rendu là. C'est quand même fou. Ben, d'ailleurs, ça a débloqué des possibilités puis des choses extraordinaires. Là. Penses-tu qu'un jour, tu vas te retrouver là? Dans un truc comme ça? Je sais vraiment pas. Je veux dire, si je me retrouve dans un truc comme à faire un truc comme ça voudra dire que j'aurais coupé tous les liens avec Radio-Canada parce que pas le choix. C'est complètement... ça, c'est la chose pour laquelle ils sont intransigeants. Ce qui est correct, parce que c'est leur marque. C'est leur marque, la production audio. Ça fait qu'à tel point que quand mon deuxième roman est sorti puis que je leur ai dit c'est moi qui vais l'enregistrer celui-là parce que c'est un personnage de mon âge, ils m'ont dit non. Parce que je voulais le faire dans le studio avec lequel mon éditeur... Mais je leur disais, mais c'est pas l'animatrice, là, c'est l'autrice, c'est la voix de l'autre. Tu parles pour le audiobook, là, que tu pour le livre audio, c'est ça. Et ils étaient tellement... Moi, j'étais prête là, à mettre ma tête sur le bio, là, à dire bye-bye. Tellement cette idée-là m'enrageait que pour des questions de... C'est comme, je me disais, voyons, ils sont pas propriétaires de ma voix quand même, là. Puis là, c'est ma voix en tant qu'autrice. Tu sais, je suis à temps partiel. J'ai jamais eu un contrat de plus que 10 mois, puis je suis à temps partiel en ce moment. Tu sais qu'on enregistre en ce moment. Écoute, tu pourras je l'enlève. Tu pourras même... de toute façon, ça m'est rien de méchant. Parce qu'on a terminé ça finalement d'une manière qui a été avantageuse pour tout le monde. Ils ont décidé d'acheter les droits du roman puis que je l'enregistre à Radio-Canada. Alors, mais tu sais, pour te montrer à quel point sur l'audio, ça, il y a vraiment une limite. Je peux venir comme invité à ton balado, mais je pourrais pas en créer un moi-même. Mais c'était quoi Mais je me souviens quand même au début... Quand j'ai commencé Médium Large, tu m'avais dit, il y a des trucs aussi comme, je pense, pour être porte-parole de quelque chose aussi, non? Il n'y avait pas comme une limite? Oui. Ça, par contre, je l'endosse complètement, puis ça fait même mon affaire. C'est-à-dire que peut-être qu'en tirant, je pourrais aller négocier. Là, je tiens vraiment à être porte-parole de quelque chose. Mais si j'accepte une fois... qu'est-ce que c'est, comment je vais dire aux autres que j'accepte pas. Parce que ça, c'est difficile. Quand j'étais très associée au culturel, j'avais 5 demandes par année pour être porte-parole de quelque chose. Ouais. Maintenant, ça fait rien que quelques mois que j'ai une émission sur l'environnement, puis ça fait déjà 3 fois qu'on m'approche pour être porte-parole de quelque chose. Mais, puis je comprends, c'est un principe qui est normal, sauf que ce que je dis à ces organismes-là, c'est pas une bonne idée pour vous. Premièrement, parce que j'aurai pas le rayonnement partout, parce qu'il y a des endroits où on veut pas accueillir une animatrice de Radio-Canada. Puis deuxième raison, si je suis votre porte-parole, je pourrais pas parler de vous à mon émission, parce que je vais être totalement en conflit d'intérêts. Puis ça, en général, c'est le meilleur argument. C'est là que ça ferme la porte. Oui, mais cela dit, je m'engage pas pour autant à dire
si je suis pas votre porte-parole, c'est sûr qu'on va parler de vous, mais ils comprennent la logique de la chose. Tu comprends quand j'explique ça. C'est que ça, non, porte-parole, je te dirais même que ça fait mon affaire. Si un jour je suis plus à Radio-Canada, oups. Sûrement que tu vas accepter, oui. sûrement pour des causes que t'aimes. Oui, mais j'allais justement dire que les causes qu'on aime, tant qu'on n'est pas journaliste à l'information, on les incarne un peu. Tu sais, quand j'étais à Médium Large, le fait que je voulais pas tapisser cette émission-là de musique classique, mais le fait que moi, je suis musicienne, ça tombait bien. J'avais une réalisatrice qui aimait ça aussi. Ouais. Mais ça a fait qu'on a eu un chroniqueur en musique classique. Oui, bonsoir. pendant des années. Ouais. Ce qu'il n'y a pas eu depuis, puis ce qu'il n'y avait pas eu avant, tu sais. Alors, c'est pour ça que je te dis, les causes... On les incarne, on les transporte, mais on ne peut pas en être un militant en ondes. Il y a une grosse différence. Puis il faut garder une espèce de dosage. Autrement dit, je pouvais incarner la musique parce que c'est une partie de moi, puis que quand on engage quelqu'un pour animer un show comme ça, on veut une personne qui n'est pas une espèce de médium complètement neutre. On veut quelqu'un qui a une couleur, qui a une épaisseur, qui a une dimension. Puis alors moi, ça venait avec ça, tu sais. Ouais, puis c'est drôle, cette espèce de... Mais je trouve ça drôle, qu'est-ce que tu dis sur la définition, justement, de soit tu dis une animatrice comme ça, que cette signature-là. Ça m'amène à... Écoute, je vais aller dans une autre section complètement en ce moment. En fin de semaine, il y avait un article qui est sorti dans le Devoir, US, qui parlait, justement, ton chum, il était interviewé pour ça. Tu l'as sûrement lu, l'article, là? Je suis même pas sûre, je l'ai lu. Tu l'as pas lu, mais l'article? Non. Quoi? OK, ça, c'est un des articles que je trouve qui il n'est pas US, d'habitude il fait de la critique, mais là c'est un article sur... Oh non, il fait de temps en temps des espèces de... Ouais, qui s'appelle, attends, je l'ai devant moi à l'instant, l'article, qui s'appelle Péril et occasion de la musique classique, qui était finalement, qui est un espèce de témoignage dans lequel il y avait eu la Biennale Sinard à Montréal, et des gens il y avait une table ronde dont le titre était La musique classique, un fleuron qui se fane. Ah oui, OK, mon chum effectivement était de cette table ronde-là. Exactement, il a participé à ça. Et finalement, Us, dans l'article, il fait une espèce de compte-rendu de cette rencontre-là. Il met quelques faits. En fait, pour être, si on est super franc, c'est un petit peu alarmant, cet article-là. Puis Mathieu, ton chum, demeure quand même assez positif là-dedans. T'sais. Il est comme, non, moi je pense que il y a des choses à redéfinir, à repenser. Puis il y a une passe qui dit, écoute, moi, ça m'a fait... Depuis ce temps-là, ça reste en moi, puis j'arrête pas d'y penser, en fait. C'est sur Yannick Nézet-Séguin. Il dit, OK, attends, je vais même le citer, puis après, on va pouvoir en parler, parce que il dit, dans le cas de Yannick Nézet-Séguin, il dit, peu importe ce qui est au programme, les gens y vont, t'sais. Ils aiment l'énergie. C'est ça, l'expérience. C'est pas nécessairement... Tu sais, les gens ne connaissent pas nécessairement le programme qu'ils vont aller voir, mais ils vont aller vivre l'expérience. Puis il dit, aujourd'hui, les gens, en musique, vont devoir... en fait, mettre du temps là-dessus. Incarner une personnalité, quelque chose que les gens vont vouloir désirer. Je dis consommer, c'est jamais super cool de dire ça. Donc, fréquenter, adopter, aimer. C'est ça. Puis c'est vrai, puis après je repensais, puis c'est vrai que Yannick peut faire gober n'importe quelle toune à n'importe qui, parce qu'il est capable... Parce que les gens veulent voir cette espèce de connivence avec l'orchestre, cette espèce d'énergie, comment tout le monde sur la scène se donne pour lui, puis après, il présente une symphonie qu'on connaît pas, puis c'est super. Mais attends, Yannick ne fera pas... L'autre chose, c'est qu'il s'est créé un lien de confiance. Puis Yannick ne fera jamais un concert tout Xenakis. Parce que là, t'as beau avoir ce lien de confiance-là, les gens rendus dans la salle, il y aurait de la difficulté à suivre. Autrement dit, le lien de confiance, il s'est développé parce que quand Yannick propose une expérience un petit peu plus décoiffante, il va bien préparer le terrain, puis il va l'équilibrer, c'est ça. Effectivement, il y a ça, mais là où je suis complètement d'accord, c'est que moi, quand j'ai commencé comme journaliste musical, on pouvait faire des annonces dans les journaux annonçant le quatuor Juilliard vient jouer tel quatuor de Schumann, tel quatuor de Beethoven, puis tel quatuor de Brahms, c'est tout, puis avoir 300 personnes dans une salle. Maintenant, effectivement, il faut comme inviter, engager, créer un lien sur une autre base complètement avec les gens. Parce que cette culture de base-là, et puis là, puis c'est ça. Moi, je fais aucun jugement de valeur en disant ça. Là. Les gens ont développé d'autres curiosités. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont plus curieux, mais ça veut dire qu'on est dans un monde d'accumulation.
un monde qui propose de plus en plus de pistes de découverte dans toutes les formes d'art, dans toutes les formes. L'image, évidemment, a pris une place hallucinante. Alors, c'est sûr que des pièces écrites il y a 250 ans, servies par un ensemble qui a une grosse cote telle quelle, là, ça suffit pas? Ça suffit pas. Ça intéresse à peine maintenant un très, très petit bassin de restants de mélomanes d'une autre époque. Alors, il faut chercher ailleurs. Mais donc, moi-même, ça m'a amené comme musicien à me dire, ben c'est quoi que moi j'incarne sur scène? Est-ce que je donne l'envie à des gens de se déplacer? Et même toi, et puis aussi, tu sais, est-ce que ça t'arrive des fois de réfléchir à ce que tu représentes et qu'est-ce que les gens vont chercher quand ils vont te voir? Moi, je me pose cette question-là des fois. Mais là, depuis que j'ai lu ça, je repense à ça beaucoup, en fait. Mais je pense qu'avec le Quatuor Molinari, vous incarnez quelque chose, justement. Il y a le lien avec les arts visuels. Oui. Il y a une espèce de confiance qui s'est créée, une espèce de reconnaissance qui est évidente, ça finit par se savoir. À un moment donné, vous avez gagné 25 prix Opus. Là, oui, non. Ça, je suis d'accord. Puis c'est sûr que stylistiquement, hein, c'est ça. Ça oblige ça. Toi, qu'est-ce que tu penses que c'est pour toi? Ben, écoute, moi, je me ferai pas d'illusions. C'est clair que dans les salles, quand je joue, mettons, là, comme musicienne... Oui, ou encore en général, même à la radio. Oh! En général, la personnalité, tu sais, parce que c'est toi, Yannick Des-Essayens, c'est une personnalité. Oui, ben c'est un chef d'orchestre. Je vais pas me comparer à Yannick. Non, mais quand même, ça vaut la peine parce que, après, moi, je veux dire, je te dis ma définition que je pense que c'est de toi. Moi, ça m'est venu en tête parce que, après avoir lu ça, je me dis, OK. Après, j'ai pensé à un paquet de gens que j'ai comme catégorisés. Je dis, lui, c'est vrai, ou elle, c'est ça. Puis toi, c'est drôle parce que je pense que, après avoir fait, parce qu'on va en parler dans un instant, on a fait les shows des fables de La Fontaine ensemble avec Molinari, toi au clavecin, qui cite en plus les fables. Puis pour avoir vu le type de public qui venait au truc, j'ai remarqué que les gens venaient pour être témoins d'intelligence. Et c'est vrai, et c'est pas une blague. C'est comme être témoin d'un geste intelligent. Je pense que les gens aiment ton intelligence. non, mais je sais que c'est bizarre à dire. Non, mais tu sais, puis quand tu côtoies d'intelligence, tu te sens un peu intelligent aussi. Oui. Il y a comme un rapport. OK, on va régler une affaire avec mon intelligence. C'est vrai. Je suis très chanceuse parce que je te dirais que j'ai une grande facilité pour la communication. Et honnêtement, je pense que je communique tellement facilement que j'ai l'air plus intelligente que je le suis. Peut-être. Mais moi, je sais que tu connais bien des choses aussi. Oui, mais pas autant en profondeur que d'autres personnes. Puis des fois, j'ai des questions dans la vie de tous les jours ou des comportements tellement idiots que c'est arrivé en joke que mon chum me dise « Hey, dire que les gens pensent que t'es intelligente. » OK. Mais vraiment, ou de pas voir quelque chose qui me saute dans la face, là, parce que visuellement, je suis pas très rapide pour décoder un environnement visuel. Tu sais. Ça fait que je suis pas ce genre... Attends, explique ça. J'ai une mauvaise intégration visuelle. Je te dis pas que je suis aveugle. J'ai une vision tout à fait correcte. Là. Ouais. Je vois bien de proche, je vois bien de loin, tout ça. Mais moi, devant une toile, je peux rester devant 5 minutes, puis là, tranquillement entrer dedans, puis te faire une analyse, puis te dire quelque chose qui va m'avoir complètement rejointe, puis ça va être super. Mais demande-moi vite de repérer sur une rue où est le nom de la rue, là. Ça, c'est plus compliqué. J'ai tellement de difficultés. Okay. Des informations utiles, aller capter l'information utile rapidement, là, c'est très difficile pour moi. Tu sais, j'ai quelques exemples célèbres de ça, là. D'avoir devant moi un paquet... C'est arrivé dans le bureau de Médium Large, OK? Un paquet de napkins en papier Ikea, OK? Puis là, la réalisatrice que tu connais bien, Dominique Depaty, est en train de dire que c'est les meilleurs napkins en papier possible. Puis là, je regarde le paquet, puis je dis, ils ont l'air épaisses, en effet. Puis à un moment donné, je dis, mais voyons, je commence à tourner le paquet dans tous les sens pour dire... Il y en a combien dans le paquet? Ben, je veux évaluer, tu sais, c'est quoi exactement... La grosseur versus... Oui, c'est ça. Puis là, les autres me regardent vraiment, ils attendent juste, puis là, je vois que ça commence à sourire. Là. Tu sais, j'avais tourné le paquet, mais la chose, c'était gros comme ça. Là. C'était 10 cm par 4 cm, sans serviette. C'était écrit, là, pour te sauter dans la figure. Là. Tu sais, c'est ça. Ce genre de choses-là, là, c'est décodage visuel rapide. Non. Mais t'es pas lunatique, par contre. T'es pas quelqu'un qui a la tête dans les nuages un peu, ou bien... Par moment, mais pas gravement. Non, t'as quand même un focus qui me... Oui, mais quand il le faut, il le faut. Oui, quand il le faut, ben là, tu parles
Justement, pour la radio ou pour ces moments-là, tu as besoin justement Quand il faut que ça fonctionne, là, ça fonctionne, mais je déteste pas, honnêtement, me laisser aller par moments, entre autres dans la nature, à un certain vide, un certain rapport un peu lunatique, volontaire avec les choses, avec l'environnement. Avec les moments? Avec le temps, quand je peux, là, quand je décide, comme ce matin, j'avais la chance d'être dans les Laurentides, puis je suis partie marcher entre 2 réunions, puis je me suis dit, est-ce que je me mets quelque chose dans les oreilles? Souvent, je fais ça. Là, je me suis dit non. OK. Puis, silence. Silence ou capter ce que je vais entendre. Puis j'ai été partie peut-être 50 minutes, puis je pourrais même pas te dire exactement à quoi j'ai pensé, mais je sais que c'était extrêmement... Moi, j'ai absolument besoin de ça. C'est ça qui va me nourrir. Des fois, en revenant d'une promenade comme ça, paf, tout d'un coup, j'ai une idée. Quand j'écris, entre autres, je fais beaucoup ça, des moments lunatiques volontaires, là, où je suis hors focus de tout, volontairement. Ah, mais parlons-en d'écriture, justement, de technique. Là. Dans ton cas, c'est ça. Est-ce que tu as écrit beaucoup en ville ou tu as plus écrit à la campagne, justement? J'ai plus écrit à la campagne. OK. Ouais. Et quand tu vas, justement, là-bas, tu fais des espèces de pauses, un peu de nature, un peu de marche, laisser l'esprit vaguer, tu reviens, puis là, Oui, des fois, ça va être en plein milieu du bois. Là, je vais sortir mon téléphone, je vais noter 3 mots-clés. OK. Puis là, tu reviens, puis là, ça te lance assez... Puis là, je peux presque avoir oublié. Des fois, en revenant, je vais regarder mon téléphone, je vais faire « Ah oui, c'est vrai! » Puis là, je vais repartir. Wow! Ouais. Puis d'autres fois, c'est vraiment, je me dis « Ah, ça n'a pas été productif. » Je me suis laissée lunatique, mais ça n'a pas donné grand-chose. Puis à 50 mètres de la maison, tout d'un coup, il y a 3 affaires qui arrivent. Puis là, je suis repartie. Donc c'était très méditatif. T'as déjà essayé ça un peu, la méditation? C'est ce genre de... Jamais, même pas? J'ai pas de... Oui, tu sais, quand j'ai parlé de méditation, j'ai lu sur la méditation pour des entrevues que je devais faire en faisant du yoga. Des fois, des professeurs de yoga essaient de nous amener dans un état... J'ai pas beaucoup d'aptitude, je pense, ou d'intérêt. Mais comme je te dis, j'ai comme trouvé ma façon à moi de mettre le cerveau un peu dans cet état-là, que je peux pas décrire. Probablement que c'est loin d'un vrai état méditatif, mais c'est, en tout cas, moi, ce qui contribue le mieux à recharger le cerveau, je dirais. L'esprit créatif, si on peut. Mais puis parlons des livres, parce que, bon, là, officiellement, il y a 2 livres, mais en fait, il y en a 3. Parce qu'il y en a un... dernièrement... Il y a 2 romans. Assez récents puis assez rapprochés l'un de l'autre. C'est ça. C'est pour ça que je dis 2. Ouais. Un qui était un récit sur ta mère. Donc, ça, c'était pas un roman. Ça, c'était bien avant. Ça, c'était bien avant 2014. Mais tu sais, mettons comme le dernier, L'âge des accidents, 2021, la sortie. Oui, c'est ça, exactement. Que tu as écrit assez rapidement en plus, m'avais dit, si je me souviens bien. Oui, l'autre était sorti en février 2020, puis celui-là à l'automne 2021. Aucun sens. Combien de temps, celui-là, d'écriture? 2-3 mois, c'est quoi? Non. Non, mais ça repart avec l'éditeur. C'est 1 an et demi plus tard qu'il est sorti. Oui, mais je veux dire, pour le temps d'écriture, parce qu'après, il y a les échanges avec l'éditeur, etc. Oui, mais attends, c'est qu'avant que 3 réveils, le roman précédent sorte en février 2020, l'autre était déjà un petit peu amorcé, justement parce qu'il y avait tout le délai, il y avait eu un peu de... Tu sais, un moment... il était prêt quelques mois à l'avance, OK, je comprends. C'est ça. OK. Le récit de ta mère, c'est ça. C'est pas un roman fictif, c'est plus près de la réalité. Là, tu t'es plongé justement dans la fiction, et en lisant L'âge des accidents, et je ris, c'est même pas drôle ce livre-là, excuse-moi, le personnage principal, je ne vais pas m'empêcher de penser à toi beaucoup, là, tout le long, vraiment. Sûrement qu'il y a plein de gens qui... faut te connaître un peu quand même, là, mais est-ce que tu te l'as fait beaucoup dire? Moins que j'aurais cru, parce que je m'attendais beaucoup à ça. Oui. Okay. Parce que justement, je pense que... Avant que tu embarques, oui. Ça m'a pris 10 pages, puis jusqu'à la fin de la lecture, c'était... Quand je le lisais, quand je l'imaginais, c'était toi. C'était ma voix, tu veux dire? Non. Physiquement. C'était moi. J'ai fait, OK, je t'ai pris physiquement, puis t'étais dans ma tête pendant toute l'histoire, dans l'action. Non, c'est pas... Mais c'est pas... Je savais très bien, c'est une femme qui travaille dans les médias, mais elle travaille à l'écrit, elle est journaliste scientifique, donc elle est un petit peu plus rigide que moi. C'est quelqu'un qui questionne, par contre, l'efficacité d'un certain journalisme très, très objectif. Puis ça, c'est des questions, évidemment, que moi, je me pose. Mais c'est sûr,
c'est sûr que c'est très près. Cela dit, sa vie n'est pas la mienne, sa relation de couple n'est pas la mienne, ses enfants ne sont pas les miens, mais Frédéric, on écrit forcément tout le temps avec ce qu'on est, mais ce n'est pas de l'autofiction. C'est... Non plus. Mais je savais, c'est ça, je savais qu'il y avait un risque parce que c'est sûr que je lui ai prêté des réflexions qui sont les miennes. Prêter des réflexions, comme tu dis, c'est pas de l'autofiction, d'accord, mais en même temps, quand on fait ce genre d'exercice-là, puis je me pose la question, puis moi, j'ai jamais écrit de livre, puis j'ai pas l'intention, donc c'est vraiment... Une curiosité. C'est une curiosité. Est-ce que c'est plutôt se faire des scénarios A, B, C, D, de, tu sais, ma situation de couple, on va prendre ça par exemple, ça va bien, tout est cool, je suis amoureux. Mais qu'est-ce qui arriverait si... Si, et puis là, tu fais, je vais aller m'amuser avec cette zone-là. C'est pas tout à fait, c'est plus complexe que ça, parce que ça peut être un fragment d'une expérience de couple vécue à l'âge de 21 ans, mélangé avec une déception amoureuse de l'âge de 32 ans, mélangé avec une situation géographique qui ressemble un peu à maintenant. Mais c'est rien, c'est aucune histoire de couple mélangée avec des situations de couple que j'ai vues ailleurs. C'est ça. Alors puis c'est drôle parce que j'ai eu une conversation là-dessus avec mon chum en lui disant, alors j'aime pas ça moi l'autofiction, puis je lui parlais d'une autrice, je trouvais qu'elle allait un petit peu trop loin. Je disais, je peux pas m'empêcher non seulement de la voir comme toi, mais de voir son chum. Parce qu'elle le décrit, c'est quelqu'un de publiquement connu. Puis en plus, dans le roman, elle trompe à l'os. Là, ah, mon Dieu. En plus, je pensais, quand le micro va être fermé, on en reparlera de ça, mais je sais absolument de quoi tu parles. Moi, je me sentais voyeuse parce que elle a changé son nom, mais elle décrit l'homme de sa vie exactement comme on le connaît. Ouais. Puis ensuite, elle s'en va le tromper. Puis elle nous explique en détail comment ça se passe. J'étais pas à l'aise, comme on dit. Ben, c'est super bien écrit, mais j'étais pas à l'aise. Ben, surtout connaissant les faits, puis là, des faits que t'as côtoyés, tout ça, c'est un peu bizarre. Moi, j'irais pas jusque-là. C'était pas mon cas. Là, je peux pas dire que j'avais côtoyé des faits et tout. Bon, on n'entrera pas dans les détails. Mais je pense, puis là, mon chum, quand je lui parlais de ça, il me disait, ben là, il dit, t'as fait pareil. Il dit, moi, il y a plein de gens qui m'ont demandé comment allait notre relation après. J'ai dit, ben voyons, je l'ai décrit, son conjoint, il est pas du tout comme toi, il fait pas du tout le même métier que toi. Puis il dit, ouais, mais les gens... Mais j'ai dit, OK, mais des gens qui nous connaissent tous les deux, pas le Québec au complet. Mais c'est ça. C'est une grande différence. Oui, mais quand même, c'était reconnaissable. Tu parles de moi, là? Oui, de toi, oui, parce que même si des gens qui... C'est ça, moi, je te connais, puis... Mais tu connais aussi mon chum, puis tu sais très bien que c'était pas mon chum. Oui, non, absolument. Puis même les traits... les traits de caractère, les traits physiques, c'est pas lui. Mais justement, à cause que je trouvais qu'il y avait un pas pire travail d'aller loin par rapport à ce que Mathieu est, je me suis dit, peut-être... Je me suis même posé la question, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça. Autrement dit que... À cause que la description était tellement lointaine... Que c'était pour mieux dire des vraies affaires. C'est tordu. Non. C'est ça que j'aurais fait. Non, pas du tout. OK. Puis là, je me suis posé après la question, je me suis dit, OK, le récit sur ta mère que j'avais beaucoup aimé, ce roman-là, est-ce que, étant donné que tu es quelqu'un qui est capable d'aller dans plein de directions puis faire plein de trucs, je me suis même posé la question à se dire, un scénario, c'est-tu quelque chose dans la vie que tu aimerais essayer de faire ou pas? Étant donné aussi que tu aimes beaucoup le cinéma. Non, j'ai pas aucune espèce mais tu souris beaucoup en ce moment quand même. Oui. Non, j'ai aucune espèce d'appel d'écrire pour l'image. Okay. Comme je te disais, j'adore analyser des films, j'adore ressentir des images, ressentir des films, tout ça. Mais écrire pour l'image, je me sentirais très, très, très démunie. Si un jour, quelqu'un me disait, j'aimerais ça adapter un de tes romans... Ça, c'est autre chose, là, évidemment. Je m'assoirais avec, puis je travaillerais avec grand plaisir, mais je ne... Non, j'ai aucun appel pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais. Non, il faut jamais dire jamais. Première à le savoir. Est-ce que tu es allé voir Tar? Pas encore. Meilleur film de musique classique qui a été fait. Tu sais, sur le milieu de la musique classique? Imbattable. Je capote. Écoute, quand tu l'as fini, il faut que tu m'appelles. C'est tellement extraordinaire comme film. J'ai repassé des scènes. Parce que tu peux le prendre sur iTunes. Ça y est, là? Oui, il est là. OK, parce que c'est ce que j'attendais, l'ayant raté en salle, comme il a été là à peu près 2 semaines dans une salle et demie. Puis c'est cool de le prendre parce que justement, tu l'as pour 48 heures. Puis le film, il est quand même long. Il est dense et long. Il est dense et long. Écoute, sa direction d'orchestre,
Elle dirige... C'est Kate Blanchett qui... Ben oui, Kate Blanchett, elle dirige mieux que certains chefs qu'on connaît. Non, elle a fait ses devoirs, puis c'est vraiment... puis il y a des enjeux là-dedans sur la musique classique. Et ça revient un peu encore à l'article que tantôt je parlais sur... qu'est-ce qui se passe exactement avec ça? Puis une fin qui m'a donné qui m'a glacé le sang un peu. En tout cas, faut que tu vois ça. Absolument, c'est sûr. Mais toi, justement, on peut en parler quand même un peu. Tu sais, ça va-tu bien, la musique classique? Tu sais, on peut se poser un peu la question en ce moment parce que c'est un sujet un peu difficile parce que les écoles ont un peu de la... Oui, il y a encore des gens qui vont étudier, mais c'est assez... Les gens sont plus réticents avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. Quand même, il y a encore beaucoup de disques qui sortent. Toi, comment tu le sens, tout ça? Moi, je sens qu'il y a encore... ce qui est fascinant, c'est que oui, il y a moins d'élèves dans les écoles au niveau supérieur, mais il y en a toujours des tellement bons. Il y en a toujours, mais il y en aura tout le temps des bons. Le niveau n'arrête pas d'être excellent et de monter. Je me dis que s'il y a autant de gens qui, à un moment donné, trouvent ce chemin-là, ils trouvent quelque chose où ils ont envie de se défoncer comme ça se peut pas que ça meure. Je pense, cela dit, que on revient pas mal en arrière dans la conversation. Non, c'est correct. Mais je pense, cela dit, qu'effectivement, il faut trouver une façon, une médiation de la musique qui va être complètement différente, qui va être beaucoup plus construite autour de, tu sais, le fameux mot, des expériences. Mais c'est un peu vrai. Oui, bien, regarde, c'est vrai dans d'autres choses, hein. Tu sais, les gens maintenant n'ont plus dans la tête... 47 ou bien 150 cépages de vin très précis avec des connaissances encyclopédiques sur le vin. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Moi, mon vin, j'ai fait un virage en telle année. Puis là, j'ai arrêté d'employer du chimique. Puis ça a été épouvantable la première année. Puis là, j'ai trouvé quelque chose. Puis là, l'histoire continue. Puis, les gens aiment les histoires. Les gens aiment les histoires. Puis je pense qu'avec la musique, il va falloir créer une façon de tendre une main puis de dire aux gens... Venez vivre cette expérience-là, venez ressentir, parce que c'est ça. Je pense là où on s'est piégé, c'est de développer dans la communication de la musique un discours trop spécialisé pendant quelques décennies. Ouais. Ce qui a fait que beaucoup de gens ont commencé à dire combien de fois des chauffeurs de taxi m'ont dit « Ah oui, vous faites de la musique, oui. » Ben, j'aimerais ça, là, mais moi, je connais pas ça. Puis je dis, mais vous n'êtes pas obligé de connaître ça, là. Ouais. C'est l'éternel, je connais pas ça. Et c'est vraiment, ça reste encore à ce jour. C'est ça, j'allais dire, là, on est quand même dans une période d'adaptation. Les gens font tout pour rendre ça le plus accessible dans le discours, dans les explications, avant de jouer une pièce. De rendre ça le plus humain, mais on dirait que c'est encore ancré, c'est cimenté dans cette croyance-là. Ce qu'il faut trouver, c'est une façon que les gens fassent le premier pas, juste de se rendre une fois, ou que ce soit par l'écoute sur des plateformes, qui est en train d'augmenter, cela dit, au courant de ça. Non, l'écoute de la musique classique augmente sur les plateformes. Pendant la pandémie, il y a eu vraiment... Un boom. Un gros boom. Ah oui. Alors, pour moi... Après, il reste juste à trouver comment on va transférer cet intérêt-là, comment on va le ramener vers les salles. Est-ce qu'il va y avoir moins de concerts, plus de mise en ligne de toutes sortes de musique? Je ne sais pas par où ça va passer, mais je suis convaincue que la musique instrumentale, tout comme on a découvert avec la pandémie qu'on ne pouvait pas se passer, qu'un écran remplacerait jamais le contact avec des comédiens dans une salle au théâtre. Ah oui, mais là... Tout comme la musique, il y a un point de contact qui va devoir rester, qui est peut-être un peu différent. Pour ce qui est des comédiens, c'est vraiment, tu vas te faire raconter une histoire dans une salle. Pour ce qui est de la musique, est-ce que ce sera un retour à plus de gens qui jouent d'un instrument? Mais je suis sûre que la musique, c'est dans l'humain depuis... l'origine des temps, là. Oui. Mais là, je parle quand même musique classique parce que, écoute, il y a le nombre de shows que je vois justement dans des réseaux sociaux. Les gens vont publier une vidéo qui vont aller voir un show d'un tel band. Tu sais, je prends le plus récent qui est en tournée au Québec en ce moment, c'est le retour des Vulgaires Machins. Tu sais, c'est plein à craquer. Oui. Les gens sont hystériques, ça saute partout. Je veux dire, il n'y en a plus de COVID, là. C'est fini. Là. Les gens sont euphoriques, tu sais. Bon, puis pour la musique classique, ben, c'est encore un peu à déterminer. Écoute, OK, t'as raison. Je vais te dire quelque chose d'épouvantable, puis... Vas-y.
À un moment donné, j'ai vécu une expérience il y a 25 ans. Là. Je sais pas ce que j'étais en train de faire dans ma maison. Je pense que j'écoutais de la musique. Il y a eu une panne d'électricité. Pouf, shutdown. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je vais aller jouer du clavecin. Puis, pour moi, ça a été un genre de révélation, le plaisir, parce qu'il s'était créé un genre de silence d'une qualité. Toute forme d'électricité, le buzz global de la ville venait de s'arrêter. Puis moi, je jouais d'un instrument qui n'avait pas besoin d'électricité. Je sais. Je sais pas si tu me vois venir, les là. deux, on pratique ça. Hein? Oui, mais je sais pas si tu me vois venir, Ouais, là, mais il va y en avoir des pannes d'électricité. Il va se passer... Je veux dire, il faut voir, tu sais, quand on parle de décroissance, là, moi, dans l'équation de la décroissance, je vois, entre autres possibilités, un retour à une pratique instrumentale. Un retour à, hey, on avait une guitare. Qui traînait, là. On avait une guitare, c'est ça. Oui, il y a une corde de cassé. Regarde, on est peut-être des cordes. Là. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça, une guitare, tu sais? Puis, écoute, c'est la première fois que j'ose parler de ça, parce que ça fait un petit bout de temps que ça m'habite. Ouais. Puis je veux pas que ça ait l'air d'annoncer, tu sais, un cataclysme, un breakdown total du réseau électrique pendant des mois. Mais... Le concert classique qui pogne le plus à Montréal en ce moment de tout, c'est les Candles Light. Ils sont des fausses chandelles entre nous. Des fausses chandelles. On s'en fout. L'idée est là, quand même. Oui. L'idée, c'est l'expérience. C'est l'expérience de dire, il n'y a pas d'électricité. Il y a des petites chandelles qui nous allument. Puis il y a des gens qui jouent de la musique. Puis là, nos téléphones, on les débranche. Puis là... Mais c'est sûr que c'est... Regarde, je vais te donner une même expérience que j'ai vécue différemment. Là. En fin de semaine, c'était... les Cinéplex Odéon ont reparti, thank God, ils ont recommencé à faire les fins de semaine. Une fois l'automne, à chaque année, ils font des matins gratuits de cinéma pour toutes les familles. Ah donc oui? Là, oui, donc tous les cinémas sont ouverts. Il y a des films, tu sais, déjà, il y en a certains qui sont déjà disponibles sur toutes les plateformes, mais c'est pas grave, tu sais, tout le monde vient... Au moins, le geste. Le geste est là. Et le popcorn est à 2,50 $. Et tout l'argent ramassé avec le popcorn est remis pour je ne sais plus quelle cause. Bref. Donc, il y a comme un thrill de se lever à 7h30 le matin, prendre le métro, puis aller à 8h30 pour l'ouverture du cinéma. Puis là, il y a comme toutes ces salles-là, puis là, tu choisis un film. Donc, c'est super cool. Donc, j'étais avec mes deux filles, on y va, on mange du popcorn à 9h le matin. C'est wild, tu sais, avec des Smarties. Et là, on arrive dans la salle, et c'est extraordinaire. La salle était pleine, et l'écran... quelqu'un s'approche pour dire, un responsable dit, on est désolé, mais l'écran ne fonctionne pas avant la projection, donc vous ne pouvez pas jouer au jeu de devinette. Moi, c'était plus fort que moi, j'ai crié, merci. Puis il est parti, puis là, tout d'un coup, c'était comme dans le temps. L'écran était noir, les gens chuchotaient, là, t'entendais des conversations, puis c'était cette ambiance, cette expérience-là, quand j'étais petit, que j'allais au cinéma, puis que c'était tranquille. C'était tranquille. Avec une petite fébrilité. On attend le film, là, c'est ça. Oui. Puis tout d'un coup, la lumière baisse vite, parce que là, maintenant, tu vas au cinéma, on est déjà en projection. C'était tellement cool, c'était le fun, puis c'est ça, c'était un retour un peu avant. Mais écoute, oui, je l'aime ton scénario du retour à l'instrument de... Dans un principe de décroissance. C'est un peu extrême, mais oui, dans ce principe. Pourquoi pas? Mais comment t'es arrivé à cette idée-là? Par contre, il y a eu quelque chose. T'as lu une étude, t'as lu quelque chose. J'ai beaucoup lu sur la décroissance. On en parlera tantôt quand on fera des prescriptions. OK. Mais parce qu'on a fait un sujet à mon émission Feu vert sur la décroissance. Mais c'est sûr que ça m'habite beaucoup, l'idée de la décroissance inévitable, nécessaire, de trouver des nouveaux paramètres, que le système économique actuel qui est basé sur le fait qu'il faut créer de la richesse, que c'est le modèle qui, en ce moment, nous assure la destruction de la planète. Ouais. Donc, il y a comme un problème, tu sais. Parce que c'est le modèle qui, toi, tu disais, qui nous assure tout, oui, qui assure nos fonds de pension, le fait que nos maisons prennent de la valeur, etc. Le fait que même nos instruments de musique prennent de la valeur, c'est grâce à la croissance, hein.
Mais en même temps, c'est le système qui est en train, c'est prouvé de 10 000 façons différentes, là, mathématiques. Je veux dire, on dit toujours comment est-ce qu'on a pu imaginer créer un système de croissance infinie sur une planète qui est finie? Mm-hmm. Et le jour du dépassement arrive maintenant chaque année plus tôt. Le jour du dépassement, c'est le moment de l'année où on a employé la quantité de ressources qu'on devrait utiliser sur une année au complet. Quand il y a 25 ans, à peu près, il me semble, c'était en octobre. Maintenant, c'est en juillet. En juillet? En juillet. Donc, on vit à crédit sur la moitié de l'année. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'on... Je veux dire, moi, je fais une émission sur l'environnement que j'ai décidé de rendre constructive, sans lunettes roses. Donc, on n'est pas dans le déni du tout, mais on est dans le... Regardez, il y a là des gens qui font quelque chose. Ça marche. Ça pourrait être encore mieux. Je pense, on a l'impression que si on faisait ça un petit peu plus comme ça, ça donnerait encore plus de résultats. C'est comme ça qu'on a construit cette émission-là. Mais je te dirais que à l'échelle globale, quand je regarde la situation, je suis super pessimiste. Puis à l'échelle des individus, quand je vois les énergies qui sont déployées, l'imagination, je reste quand même assez allumé optimiste. Puis optimiste. Donc, l'éco-anxiété, ça t'habite un peu, pas tant? Quand j'ai écrit L'âge des accidents, c'était très habité par une éco-anxiété. Ouais. Ça m'a fait du bien de l'écrire. Mais justement, c'est pour ça qu'on le dit toujours, le meilleur moyen de lutter contre l'éco-anxiété, c'est une forme d'action. Alors, de créer une émission qui a cette énergie dont je viens de parler, c'est pour moi, en ce moment, c'est ma médication contre l'éco-anxiété. Mais je lisais que... puis là, à cette époque-là, désolé, je n'écoutais pas tes chroniques, mais bien avant cette émission-là, tu faisais des chroniques déjà à propos de l'environnement. Ah oui, moi, ça fait 20 ans que je talonne Radio-Canada pour faire une émission sur l'environnement. Ben, j'ai fait une émission sur le cinéma où j'ai connu Georges Privet, de 2000 à 2004. On le salue. Allô, Georges. Et en 2004, quand ça s'est terminé, j'ai proposé une émission sur l'environnement à Radio-Canada. Ben, j'avais été à Radio-Canada avant, moi. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas passé. Puis après, j'ai commencé à faire de la radio, puis j'ai proposé à intervalles réguliers une émission sur l'environnement, puis on me disait toujours « Non, les gens n'aiment pas trop ça, ils n'ont pas envie de se faire dire quoi faire. C'est trop spécialisé, on va quand même pas faire une heure complète sur l'environnement. » C'est trop spécialisé? Ben, à l'époque, on voyait ça comme ça, là, il y a 15 ans, là, je te parle. Ouais. Mais puis, oui, mais là, on est 2022, puis là, il y a ton truc qui vient de sortir. Ah, mais là, c'est pas trop spécialisé. Au contraire, on n'a pas assez d'une heure, là, pour... Il y a tellement... C'est parce que maintenant, on comprend mieux. Il y a d'énormes progrès qui ont... Heureusement, Frédéric, là, il y a des progrès énormes parce que, justement, c'est maintenant, d'abord, l'environnement, c'est pas rien que dans une émission, c'est dans plusieurs émissions qui a cette préoccupation-là, en tout cas à Radio-Canada. Puis, c'est que maintenant, on comprend à quel point c'est transversal, à quel point ça touche tout. T-O-U-T, tout. Ouais. Et que si, à ce moment-là, tu peux autant parler d'appareils électroniques dans une émission sur l'environnement que d'approvisionnement en eau, que du code du bâtiment. Puis moi, je vais parler même de ma situation de petit musicien, que là, les gens commencent à parler comment faire une tournée éco-responsable avec la nourriture et tout le travail. Bon, là, c'est tous les paliers là, qui sont affectés. C'est ça, là. Absolument. Et aussi, un autre sujet dont il faut beaucoup se préoccuper, c'est tout ce qui est greenwashing. Autrement dit, toutes ces choses-là qu'on va souhaiter faire juste pour être au goût du jour, pour pouvoir dire qu'on le fait et que ce soit pas nécessairement validé puis nécessairement sérieux. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut vraiment se méfier. À tous les points de vue, il faut garder notre sens critique. Tu sais, comme on a dû éduquer tout le monde et s'éduquer en permanence nous-mêmes, tu sais, à ce qu'on appelle la citoyenneté numérique, là, pour pas penser que tout ce qu'on dit sur Internet est vrai, mais je te dirais que par rapport à l'environnement... C'est pas encore gagné en C'est passant. pas gagné du tout, même. Mais par rapport à l'environnement, c'est un peu la même chose aussi. Il faut garder notre sens critique quand quelqu'un dit « Nous serons carboneutres, notre plan, c'est d'être carboneutre. » Ben, des fois, c'est crédible, puis d'autres fois, ça l'est pas du tout. Mais que quelqu'un fasse juste afficher quelque chose comme ça, tu sais, comme le Qatar, je pense, a osé dire que sa Coupe du Monde serait carboneutre, là, c'est une joke. Ont-tu dit ça? Ça se peut, probablement. Je pense que oui. Okay. Mais c'est une farce absolument monumentale, là.
Mais en même temps, justement, à Feu Vert, est-ce que vous avez eu des gens qui ont répliqué, des gens qui ont, je ne veux pas dire attaqué, mais qui ont mis en doute et qui vous ont écrit, qui ont dit non, ça c'est pas vrai, ou des prises de position contre certains reportages, des trucs comme ça. C'est-tu arrivé à date? Honnêtement, pas assez. Ça m'inquiète presque. C'est parce que moi, ma pire crainte, c'est de prêcher à des convertis. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça en ce moment? C'est pas ça. Mais je vais t'expliquer une nuance. C'est sûr que je tiens pas à avoir des climato-sceptiques à l'écoute qui vont me troller après ça sur tous les réseaux sociaux. Non. C'est pas nécessaire parce qu'il y en a qu'on pourra jamais changer. Alors, moi, ce que je sens, puis ce que je perçois de notre auditoire, parce que c'est ça la grande beauté d'une radio généraliste, d'une radio linéaire, au sens où tu allumes la radio puis tu es rendu à quelque part, là, tu peux pas aller choisir. Oui, tu peux sur le web. C'est le meilleur des deux mondes, parce que tu peux aller après ça sur le web écouter juste Feu Vert ou juste une autre émission. Mais quand tu allumes la radio, tu prends ce qu'il y a. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que j'ai toujours tenu à ce qu'on parle le plus possible de musique classique dans cette radio linéaire-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sinon, ne seraient pas exposés parce qu'ils ne feraient pas le choix d'aller en chercher. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ils sont exposés. Mais c'est la même chose avec l'environnement. Moi, mon but, c'est que quelqu'un qui n'est pas particulièrement sensibilisé puis qui tombe sur cette émission-là ne sera pas rebuté, va sentir qu'on n'est pas en train de le juger, va sentir qu'il... Ah, coudonc, ça a l'air, tu sais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'une idée intéressante, c'est pas agressif, efficace, là, c'est juste intelligente, ce dont ils sont en train de parler. Ça n'a pas l'air de... Parce que, évidemment, le risque, on ne veut pas se faire accuser d'être des militants. On n'est pas des militants. On garde un esprit critique. Alors, on ne veut pas que ça sonne comme une radio militante puis que ça sonne comme une radio voici ce que vous devez faire pour être... Oui. Ah. Et là... Disons que... Bon, mais ça va bien, sinon. Je veux dire, c'est cool. T'es contente? Je suis contente. On a de très bons échos. Okay. Il n'y a pas encore de code d'écoute publié, mais, tu sais, ce qui va être très drôle, c'est que je suis dans le même créneau horaire que l'an dernier et que je me bats d'aplomb. Et ça, je trouve ça très le fun. Autrement dit... Tu te bats? Oui. Je me bats d'aplomb, puis j'en suis très heureuse. Autrement dit, c'est pas parce que je suis une meilleure animatrice que l'an dernier, c'est parce que le sujet trouve... Il y a des gens qui accrochent au sujet, puis ça me fait un immense plaisir. Puis ils trouvent leur place à ce moment-là. Ou accrochent au ton, à la manière dont c'est fait. Quand je touche du bois, parce qu'on verra, là, quand... mais pour l'instant, les échos sont très bons. Ouais. Cool. Et là, ça fait maintenant quoi, 3 ans que tu n'es plus à Médium Large? Attends, je me trompe-tu? 3? C'est ma 4e saison en hebdomadaire. Ouais. Cool. Tu sais, souvent, au début, je te demandais, je disais, est-ce que tu t'ennuies de ça? Tu disais, non, pas vraiment. Parce que c'était beaucoup, tu sais, je veux dire, c'était assez intense. Là, pour l'instant, tu as le temps de cette émission-là, Feu Vert. Et les autres projets, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui se passe un peu ce temps-ci? Là? Alors, Ou t'as-tu trop d'en parler? Ou, oui. Okay. J'écris un livre qui va paraître à l'automne prochain. Déjà, OK. Avec l'architecte Pierre Thibault. OK. On fait le tour au début, ça devait être un livre d'entretien un peu similaire à celui qu'il avait fait avec François Cardinal il y a quelques années, qui était excellent. Puis peu à peu, la piste musicale, quand même, a fait son chemin. Puis on parle beaucoup de liens entre l'architecture et la musique, de liens entre le patrimoine et l'architecture, parce que ce qu'on a découvert, en plus, c'est il est quelques années plus vieux que moi, mais pas beaucoup. Il est né dans le même quartier que moi. On a été à la même polyvalente. Puis son jeune frère a été copain de ma grande sœur. Okay. Et ça, on a tout découvert ça, là... Au début du projet. Au début du projet. OK. Et donc, l'idée, puis ce que j'aime là-dedans, ce qui est très cohérent dans ma vie en ce moment, c'est que la pensée de Pierre Thibault est une pensée très tournée vers, je dirais, la durabilité, l'éco-responsabilité, et tournée aussi vers, je dirais, le bien collectif. Par exemple, avec le projet du Lab École, j'ai visité la première école du Lab École terminée. Ah oui. C'est à pleurer de beauté. C'est un... De voir, je l'ai visité une journée full habitée par des enfants, là. De voir ce qui se dégageait comme esprit, comme chaleur humaine, comme vie des enfants. Puis c'est un quartier défavorisé, c'est ça le projet des Lab Écoles. J'avais l'impression de voir des enfants
épanouis qui ont tout eu depuis qu'ils sont nés. C'est tellement cette école-là vit, parle, les accueille, leur permet de bouger, de faire de la cuisine, d'être dans un lieu qui est beau, d'avoir de la lumière, de voir des arbres. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je vais l'air niaiseux, mais je savais pas que je pense que c'est la première fois que je t'entends parler d'architecture, en tout cas du moins d'amour d'architecture. Alors, ça, c'est très intéressant que tu me demandes ça, parce que, tu sais, tantôt, je disais que je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligés de connaître la musique. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas du tout une bof d'architecture. Je suis pas tu sais, pas du tout. Parce que c'est un univers à part, là. Je veux dire, c'est compliqué, là. Mais cela dit, je me suis dit, OK, ben fais ce que tu demandes. Puis l'introduction du livre, c'est la première chose que j'ai écrite, c'est l'introduction du livre. Puis c'est mon espèce d'engagement vis-à-vis de moi-même à faire avec l'architecture ce que je demande aux gens de faire avec la musique. Juste de m'abandonner, de ressentir, d'essayer de comprendre, de poser des questions à Pierre, de faire des liens avec d'autres choses dans la vie, dans la société, dans la musique, mais d'être là pour faire ressortir en ressentant, justement, pas en étant une spécialiste. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, Frédéric, d'arriver là, puis de le faire vraiment avec beaucoup, beaucoup de naïveté. Puis des fois, on n'a pas les mêmes goûts tout le temps, Pierre et moi, parce que moi, tu sais, je viens du baroque, là. Ça fait que, tu sais, Pierre Thibault, c'est épuré longtemps, là. On n'est pas dans le baroque, là, tu sais. Ça fait qu'une couple de fois, on s'est arrêté dans la ville de Québec, puis je disais, j'aime ça, moi, ça. Pas sûr. Puis là, on en discutait, tu sais. Okay. Mais alors, ça, c'est pas... De toute façon, le but, c'est pas d'écrire des conversations où on va comment je dirais ça, discuter de la beauté ou non d'une architecture. Là. C'est de parler vraiment je dirais, du rôle de l'architecture dans la société à plusieurs égards. Puis on a des super architectes ici au Québec en plus, donc il y a quelque chose de... OK, c'est cool. On a des super architectes, mais on n'a pas encore, je te dirais, tant de place que ça pour des nouveaux projets. Ce qui manque beaucoup, puis si on en parle on va en parler dans le livre, ce qui manque beaucoup, c'est des vrais concours d'architecture. C'est là que le talent... Parce que tu sais ce qui arrive quand il n'y a pas de concours d'architecture? Le plus beau soumissionnaire. Tu sais, quand il n'y a pas de concours pour faire une école, c'est la meilleure soumission de quelqu'un qui a de l'expérience de faire des écoles puis qui ne va pas nous la vendre cher, son école. C'est pas comme ça. C'est ça en ce moment qui plane pas mal? Ben là, c'est-à-dire que c'était ça jusqu'au Lab École. OK. Puis le Lab École, en réunissant comme ça des gens qui ont mené des recherches pendant quelques années sur ça devrait être quoi une école au 21e siècle, ben là, ils ont justement dit au ministère de l'Éducation, pour arriver à les fabriquer. Maintenant, ces écoles-là, ça va prendre des concours pour vraiment avoir... Ils ont eu 165 projets de... Mais il y en a des gens, il y en a plein. C'est ça. Alors, il fallait les faire sortir, ces talents-là, qui ne pouvaient pas s'exprimer dans le milieu scolaire. Ouais, c'est quand même... Oh wow, mais écoute, tu m'en apprends, mais moi-même, je connais tellement pas cet univers-là. C'est comme... des fois, il me fait un peu peur, même, je te dirais. Tous les livres d'architecture, justement... Qui des espèces de rétrospectives, je suis toujours, est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que je suis capable de comprendre tout ça? Probablement, mais... Ben, tu serais capable, as-tu besoin? C'est comme si tu disais, c'est drôle, Frédéric, tu te comportes en ce moment comme la personne qui dirait... Je sais. Oh mon Dieu, est-ce que j'irai à un concert de Schubert? Je sais pas, faudrait que je lise une biographie de Schubert au complet avant. Mais quand même, OK. Mais un livre d'architecture, habituellement, puis pour les quelques-uns que j'ai feuilletés, la terminologie, les idées qui sont données dedans. En tout cas, du moins, je trouvais pas que il fallait avoir quand même des connaissances un peu à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de lire de livres d'architecture. Non, t'as raison. T'as raison. Tu peux aller visiter Chicago, faire une visite d'architecture à Chicago sans avoir lu des livres. Puis après, tu peux dire, là, je tripe maintenant sur tel architecte. Ou moi, je suis allée visiter la maison de Frank Lloyd Wright, comme plein de gens à Chicago. Puis là, je me suis trouvée à être super passionnée par lui. Là, j'ai lu sur lui pendant un bout, là, mais tu sais, je suis pas du tout j'ai pas collectionné des livres d'architecture, puis pas du tout. Puis j'ai même pas l'intention de le faire. Non, t'as pas trop ça chez vous? T'as quand même pas mal de livres à la maison. J'ai beaucoup de livres, mais non, j'ai très peu de livres. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai très, très peu sur l'architecture. Pierre m'en a prêté pour le projet. OK, c'est bon, ça. Une drôle de question. En fait, on n'a jamais vraiment parlé. Parler de succès, je sais que c'est un drôle de sujet, mais tu sais, dans le sens que t'es connu, ça fait longtemps que t'es dans le paysage médiatique, le paysage musical, et maintenant, t'écris des livres, tout ça. Trouves-tu que t'es à la bonne place en ce moment? T'es à la place que tu veux, exactement? Ou t'es encore en train de construire quelque chose qui n'est pas terminé?
C'est une question très intéressante à laquelle il n'y a pas une réponse définie ou claire. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, je suis à la bonne place si tu mesures ça par une espèce de sérénité. OK. Que les différents projets, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je m'occupe aussi de faire connaître la culture et les médias québécois aux immigrants en francisation, aux adultes en francisation. Puis ça, c'est quelque chose qui a donné tellement de sens à mes dernières années, là, et que je fais avec un immense bonheur, une fois par mois, donc 2 rencontres par mois. Je vois un groupe 2 fois, puis c'est un groupe différent chaque mois. Ça fait combien d'années donc tu fais ça? Ben là, c'est la 3e année que je le fais aussi systématiquement parce que, bizarrement, on a eu une subvention pour le faire quelques semaines avant le début de la pandémie. Puis on a juste dû changer le projet un peu parce qu'on devait amener des groupes en francisation, voir des shows en salle. On n'a pas pu le faire. Mais ce qu'on a commencé à faire, c'est amener des artistes dans les classes de francisation puis leur faire une performance sur mesure. C'est pas juste un genre de conférence, là. C'est vraiment, mettons, on amène 2 acteurs, ils vont faire 3 scènes ou 2 scènes de théâtre. On amène 2 musiciens, ils vont faire 3 pièces musicales. Okay. Et il y a beaucoup de conversations et beaucoup d'échanges et on pose des questions aux étudiants. On leur demande dans leur pays, c'est quoi l'instrument qui ressemble le plus à la harpe, mettons, quel genre de harpe ils ont. Un véritable échange. Un véritable échange. C'est quoi l'état des médias dans leur pays aussi? Parce que moi, à la première rencontre, je suis toute seule. Puis là, je parle vraiment des médias. Comment ça marche, les médias ici? Pourquoi les médias publics sont importants quand on parle de démocratie? Et là, on fait le tour de différents pays, puis souvent, il y a très peu de pays. En écoutant vraiment les gens parler, je me rends compte du privilège qu'on a quand je leur explique vraiment un média public. C'est pas un média d'État. C'est un média qui est financé par l'État, mais qui est indépendant de l'État. L'État ne peut pas contrôler ce qu'on dit. Puis là, je les regarde, puis souvent, il y a des regards avec l'air de dire « Ouais, ben c'est pas comme ça chez nous, là. » Ça fait que là, je leur pose la question. C'est comment en ce moment au Brésil? Est-ce qu'ils y croient? Il doit y en avoir qui ont des doutes, qui doivent dire « Je te dis que j'ai des bons arguments, puis je leur dis tout le temps « C'est pas parfait. » Mais je leur dis tout le temps aussi « C'est pas parfait. » Il y a des gens qui trouvent qu'on est trop à gauche, il y a des gens qui trouvent qu'on est trop à droite, mais tant qu'on reçoit des plaintes des 2 côtés, c'est bon signe, premièrement. Puis deuxièmement, les meilleurs gardiens qu'on a de ça, c'est le public, c'est vous. C'est que les Canadiens sont extrêmement vite irrités s'ils ont l'impression que les médias publics ne sont pas, disons, dans les grandes lignes, quand même assez non alignés politiquement. Tu comprends? Indépendant, en tout cas, du pouvoir politique, du contrôle politique. Ça, le moindrement qu'il y aurait... ça, c'est vraiment une chose qui... Écoute, là, quand je leur dis aussi, quand il y a une campagne électorale, on doit vraiment minuter combien de temps on donne aux partis au pouvoir, combien de temps on donne à l'opposition. Puis s'il y a 4 partis, combien de temps on a donné aux autres partis. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on soit capable de rendre des comptes. Moi, à l'époque de Médium Large, on avait 12h30 d'antenne par semaine. Puis dans les campagnes électorales, là, on faisait des calculs. OK, on a-tu cette semaine, là? Attends, on a eu un ministre libéral, on a eu un candidat député libéral, mais attends, on a eu juste un péquiste. À l'époque, c'était plus bipartiste. Le conservateur. On a eu 2 Québec solidaires depuis 2 semaines, mais on n'a pas eu personne du PQ. Tu sais, il fallait absolument tenir compte de ça. Pas dans un équilibre de chaque émission, mais dans un équilibre à la semaine. On se surveille puis on est surveillé. C'est ça. OK, puis donc ils étaient ouverts quand même à comprendre. Bien, ça, c'est des bons arguments. Ben oui. Quand tu viens d'un autre pays puis que tu te fais dire, OK, on est obligé de compter combien de minutes. Là, je vois que, OK, c'est sérieux. Là, c'est pris en main de la bonne façon. Mais ça c'est un autre projet encore qui fait partie de ta vie. C'est 2 fois par mois d'aller faire ces cours, ces présentations-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres projets aussi que il y a l'écriture du livre, l'émission, ça. Un documentaire sur l'environnement aussi, mais ça, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'on est en développement. On a déjà fait du tournage, puis on a un angle très original, mais là, on attend une réponse de diffuseur. C'est pour ça que j'en parlerai pas plus que ça. Mais c'est sûr que ça m'a beaucoup occupé, je dirais, au milieu de 2022. Là, c'est un petit peu en jachère le temps qu'on ait notre diffuseur, puis on va donner un gros coup en 2023. Donc, comme tu disais, t'es à la bonne place, puis puis il y a une sérénité, puis t'es heureuse? Moi, je suis privilégiée d'être...
justement, tu sais, c'est un privilège de pouvoir dire je suis chanceuse, j'ai une bonne santé mentale, entre autres, santé physique, mais santé mentale aussi, parce que ce n'est plus une espèce de... On dirait que quand on était petit, on parlait pas de ça, c'était comme par défaut, tout le monde... avoir un problème de santé mentale, c'était comme... c'était l'exception, puis c'était... Ouais. Maintenant, c'est un sujet qui est beaucoup plus dans l'air du temps, puis moi, je me rends compte que j'ai quand même une santé mentale, pour l'instant, là aussi, il faudrait que je touche du bois, mais solide, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Alors oui, je me sens à la bonne place, je me sens sereine, heureux, tu sais, on est follement heureux, justement, pendant une demi-heure dans le bois. Après, on a une pensée qui nous traverse, qui nous ramène à une préoccupation. Le bonheur, c'est pas une chose continue pour moi, là. C'est pas une chose acquise. OK. Il se travaille? Je pense qu'on peut évaluer. Je suis très satisfaite de la vie, de ce que je... Tu sais, c'est aussi la capacité de choisir, d'être rendu à un moment de ma vie où je peux vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup choisir, être très en contrôle de mes projets. Ouais. Puis d'accepter complètement que je ne serai jamais non plus dans les tops, mais je n'ai jamais couru après ça. Qu'est-ce que c'est dans les tops? Tu sais, dans les grandes vedettes là, qui font... qui sont... au premier plan, là, tu sais, mais ça ne m'intéresse... Tu ne considères pas ça? Non, pas du tout. Moi, je considère que j'ai été tellement ancrée sur le contenu dans ma carrière que je ne deviendrai jamais une personnalité vedette, là, tu sais. OK. Est-ce que tu as déjà fait une entrevue de tes 100 choses préférées pour le séjour? Non, pas les 100 choses préférées. J'ai fait des entrevues pour le séjour. J'ai été très chanceuse, justement, parce que comme... Ou le lundi, là, ou séjour, je n'ai fait quelques-uns, éco-vedettes, tout ça. J'ai été très chanceuse pour la couverture de mes livres, parce que, justement, il y a même des revues comme ça, autant pour le livre sur ma mère que mon premier roman. Là, j'ai quand même été chanceuse d'avoir clin d'œil, d'avoir mais en même temps... Mais je ne ferai jamais un cover, tu comprends? En tout cas, on pourrait en nommer 1001, là, cover, que des fois je lis ça, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens se confier publiquement à ces trucs-là. Mais ça revient à ce que je dis encore une fois, c'est que tu es reconnu pour l'intelligence. Honnêtement, ça revient à ce que je dis encore. Parce que, tu sais, les couvertures médiatiques que tu as, c'est justement à propos de contenu. Oui, ouais. Je sais que tu n'aimes pas le mot intelligence. Je pense qu'il te dérange. C'est parce que le mot intelligent... Il te bug. C'est que ça va aussi avec une impression... d'habileté, de froideur. Pas pour moi. OK, puis, je pense que pas pour moi. Donc, c'est pour ça. Puis je pense qu'il y a une chose que la radio m'a aidée, c'est que quand j'ai fait le 7e, l'émission de cinéma, qui était une émission magnifique. Mais ça. Magnifique, là, léchée, là, tellement bien réalisée. Mais il y a beaucoup de gens, en me voyant animer ça, qui ont eu l'impression que j'étais une personnalité un peu distante, un peu froide. OK. Puis à la radio... ça passe pas de la même façon. Je pense que Mais t'étais pas jugée comme ça à la radio, t'as l'impression? Moi, t'étais plus chaleureuse à la radio. Je pense qu'il y a une chaleur ou une écoute, une sensibilité qui passe mieux à la radio. La radio me convient mieux comme médium. Mais ça, est-ce qu'elle te convient mieux comme médium suite aux commentaires et critiques des gens, ou c'est... moi, je suis plus à l'aise aussi. Okay. Mais t'aimais ça, la télé? J'aimais ça parce que pour faire une émission de cinéma, c'est drôlement pratique. Oui, clairement. Mais c'était pas... Puis j'ai trouvé ça excitant de faire de la télé pendant quelques années. J'en ai fait 8 ans. Là, j'ai fait 4 ans de cinéma puis 4 ans un magazine de culture à Radio-Canada. Mais honnêtement, la radio a... un super pouvoir, c'est que tu peux te transporter à l'autre bout du monde gratos. Tu peux avoir besoin de 4 éléphants, parler de 4 éléphants, puis tu n'as pas besoin de les montrer. La personne va devoir, à l'autre bout, va imaginer 4 éléphants, tu sais. Ouais. La radio, c'est... Et je trouve qu'on a parlé de... Tu sais, on est en ce moment dans un podcast. Je trouve qu'en ce moment, justement, les balados, les podcasts nous montrent qu'il y a un retour... Décroissance, Frédéric, décroissance. Un retour d'un besoin de justement de se faire raconter des choses, puis que l'audio peut être un extraordinaire moyen de se faire raconter des choses. L'audio, ça va avec le transport actif, ce qui pour moi est une nouvelle extraordinaire aussi. Donc, il y a plein de choses... Ben moi, ça a transformé... Le podcast puis les radios, tout ça, ça a transformé ma façon d'utiliser mes écouteurs. J'écoute plus de musique en marchant, là. C'est fini, ça. À ce point-là? Ah oui. C'est un peu dommage, quand même. Non, du tout. Non, en fait, quand je trouve que je donne... j'ai haussé
une sorte de respect envers le contenu musical. Le contenu musical, il est en écoute chez moi, dans ma maison. OK. Dans ma maison, sur un bon système de son, OK. dans lequel j'ai l'impression que je donne une qualité optimale à ça. Pas de méchanceté envers le contenu audio discuté qu'on a en ce moment. Ben non, il n'y a pas besoin de la même... Il n'y a pas besoin des grands écouteurs. Ben non, bien sûr que non. Des haut-parleurs de haute qualité. Donc, pour ça, je trouve que... Et donc, moi, quand je me déplace, quand je fais du sport, ben, c'est des conversations que j'écoute. Là, c'est ça, puis je trouve ça... D'ailleurs, c'est-tu ton premier podcast de participation ou t'en as fait plein d'autres? Hein? J'en ai pas fait plein d'autres. J'en ai fait une couple, mais pas plein d'autres. En plus, je réalise aujourd'hui que c'est la première fois devant des micros qu'on se tutoie. On s'est tout pendant 8 ans, on s'est vouvoyé. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que Georges Privet qui est venu à mon émission Feu Vert, je le tutoie dans la vraie vie, mais je l'ai toujours vouvoyé en ondes. Puis quand il est venu à Feu Vert, le vieux réflexe embarqué, on avait décidé de se tutoyer parce je tutoie mes chroniqueurs à Feu Vert. Puis Georges et moi, on a recommencé à se vouvoyer tellement on est habitués. Mais écoute, je sais, mais moi j'ai toujours fait ça avec toi. Puis je repensais, mais puis même encore tous les gens qui te remplaçaient pendant l'été ou à l'émission, écoute, on se fait des blagues avant, là. On se tutoie. Oui. Hey, comment ça va, toi? Ouais, super. 3, 4, 1. Bonjour, Catherine. Alors, vous avez eu... Écoute, mais c'était un vous très chaleureux. Je veux dire, non, il était pas distant. Il était pas distant, puis ce vous-là, je l'aimais, là. C'était encore... Maintenant, c'est en train de... Le temple est en train d'être ébranlé. Qu'est-ce que ça te fait, toi, l'adieu du vouvoiement? Ben moi, je l'ai... Comment je dirais ça? J'ai fait partie du mouvement big time, là, parce que ça fait 2 étés de suite, l'émission Ma chanson va changer le monde, que j'ai décidé que je tutoyais mes chroniqueurs parce que c'était tous des chroniqueurs que je connaissais dans la vraie vie. Puis là, à Feu Vert, on a décidé qu'on faisait la même chose. On n'a même pas décidé. Au jour 1, j'ai tutoyé parce que, en fait, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux chroniqueurs qui n'avaient jamais fait de radio. Il y en a plusieurs que j'ai recrutés moi-même, des doctorants de Polytechnique, des analystes agronomes, des gens qui avaient un bagage scientifique, mais qui sont jeunes, c'est ça. Je les ai appelés, j'ai pris contact avec eux, je les ai tutoyés spontanément. Puis mais si t'as quelqu'un que tu connais pas, docteur, un expert, je les vois. Un expert, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça va là, mais c'est quand même cool, le vouvoiement. J'ai commencé à enseigner ça à mes enfants. C'est un concept un peu étrange, au début, à saisir, tu sais. C'est comme, moi, je vous voyais mes grands-parents quand j'étais jeune. Oui, non, ça fait longtemps que c'est fini. Mais là, maintenant, mes enfants tutoient leurs grands-parents. Oui. Donc là, après... Mais là, c'est ancré, ma plus vieille, elle a compris. Dès que c'est un adulte qu'elle connaît pas, elle va avec le vouvoiement, tu sais. Mais c'est encore une notion un peu étrange. Oui. Puis c'est ça, c'est une gymnastique différente. Puis ça demande une agilité, ce qui est pas mauvais. Ça fait... Ce qui est pas mauvais. Puis c'est beau, ça fait partie de notre langue. Bien sûr. Moi, je suis all-in pour ça. Hey, avant qu'on parte dans la prescription, une drôle d'affaire. Toi, c'est à quel âge à tes enfants que tu leur as dit que le Père Noël n'existait pas? Parce que là, je suis dans un dossier comme ça en ce moment. Tu t'en souviens-tu? Ça s'est fait assez naturellement. Je me demande s'ils l'ont pas. J'ai jamais eu à leur dire. T'as pas eu à leur dire? C'est eux qui l'ont découvert dans le cours d'école? Oui, c'est ça. Plus cours d'école, puis assez tôt quand même. Assez tôt. Ça a été bien le fun de jouer le jeu, mais ça m'étonne chez vous. Là. Ils sont rendus à quel âge? Non, ben... C'est juste la petite. Là. 5 et 8. Non, l'affaire, c'est qu'il est en 2e année. Écoute, là, je me suis dit, l'année passée, il croyait. Mais quand le Père Noël, il va en fait, c'est-à-dire moi, déguisé en Père Noël, ils sont tellement omnibulés par les cadeaux qu'ils ne voient rien. Mais là, est arrivé avec une super théorie. Puis là, je voulais lui dire, OK, je vais lui dire parce qu'on va se faire niaiser. À l'école, elle fait, écoute, papa, j'ai réfléchi à ça. Tu sais, il y a un Père Noël, il y en a un. Il y en a un qui est le maître Père Noël, mais il y a plein de Père Noël qui travaillent pour lui. Pour le représenter, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas aller partout. Tu sais. Puis elle s'est créé son petit système, puis elle y croit. Là. Puis là, je suis en train de me dire... Ce qui n'est pas si loin que ça de la vérité. Tu comprends? Il y a comme un esprit de Noël qui a ses délégués. Hein? Ouais. Mais bon... C'est vrai qu'un modèle. Je sais pas. J'ai l'impression que la fois j'ai teasé la fin, les gens ils me disent non, faut pas que tu y dises. Ça, c'est la pire affaire. C'est en même temps, mais c'est moi qui ai monté le bateau depuis le début de cette affaire-là, parce que c'est ma responsabilité. Mais je trouve qu'elle est en transition, là, avec sa théorie, c'est une transition. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Laisse-la débrouiller. OK, donc je la laisse faire? Oui, tu la laisses faire. Excellent. Alors, on est rendu à la prescription.
Non, Catherine, on peut pas faire des extraits musicaux. Hélas, je suis désolé parce que pour le simple truc, avec iTunes et avec YouTube, on peut pas aller dans cette direction-là. C'est extrêmement complexe. Et tu vois, mettons, toutes mes musiques de transition qui sont présentes sur le podcast font moins de 30 secondes et c'est des 30 secondes qui m'appartiennent. Qui sont libres de tout droit. Ouais, je comprends. Écoute, non, les podcasts qui ont vraiment des extraits, ben, ils ont bien des sous. C'est ça que je peux dire, finalement. Ouais, je comprends. Mais on y va quand même. Alors, j'écoute tes suggestions. Écoute, on a parlé d'environnement. Mm-hmm. C'est drôle parce que j'ai 2 livres liés à l'environnement. Il y en a un qui est un essai et l'autre qui est un roman. Parce qu'il y a des gens qui détestent les romans, puis il y a des gens qui détestent les essais. Oh, ouais, c'est vrai. OK. Alors, Karel Méran, un militant de longue date. En fait, il faut que je recule un petit peu. Hugo Séguin a écrit un livre formidable l'an passé, Lettres aux... Écoute, c'est un long titre. Lettres aux écologistes impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent. Je pense que c'est le titre du livre d'Hugo Séguin. Karel Méran, qui est son compagnon d'armes, il ne savait même pas, mais il a écrit un livre qui s'appelle Lettres, lui aussi. Lettres à un ou une jeune écologiste aux éditions Cata. Et celui d'Hugo Séguin est peut-être un petit peu plus costaud, mais celui de Karel Méran, c'est à mettre entre les mains de tous les adolescents du Québec à partir de 15 ans, là. Mais de tous les adultes qui se demandent, 1, s'il y a encore de l'espoir, 2, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une urgence? Je trouve qu'il fait le tour. Ce n'est pas du tout désespéré. Il nous explique comment les idées radicales progressent en général. Comment autant, je sais pas, la lutte des droits civiques aux États-Unis que la lutte des femmes, ça avait l'air des idées complètement folles et radicales au début. Puis qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est les mécanismes qui font? Alors, comment, pour sauver la planète, à un moment donné, on va s'y prendre de la même façon. Donc, très, très, très bien fait comme essai, très accessible, facile à lire, pas trop long. Donc, vraiment, lettre à un ou une, 1.1, jeune écologiste aux éditions Cata. Puis le roman, c'est Gabrielle Filto-Shiba, qui avait écrit Sauvagine. Elle, là, superstar en France. Elle est beaucoup plus lue en France qu'ici. Énorme succès. J'étais au Salon du Livre à Paris au printemps, là, puis je voyais tous les gens là, qui se bousculaient pour acheter ses livres. Sauvagine. Sauvagine, mais Bivouac, son plus récent, qui est vraiment un livre qui raconte une histoire d'amour hallucinante dans un milieu de jeunes résistants. Et là, on parle de militants presque extrêmes de l'environnement. Une histoire vraiment qui a plusieurs dimensions, qui a un petit peu un côté thriller par moment, très bien fait. Bivouac de Gabrielle Filto-Shiba. OK, super, merci, c'est noté. Et, de la musique. Ah, t'as de la musique? Ben là, go, on y va. C'est pour ça que j'aurais aimé ça, qu'on a des extraits. Mais non, mais les gens sont débrouillards. Au temps des fêtes, j'aime toujours écouter du Handel, mais amené on se tanne du Messie. Là. Je viens de découvrir un nouveau disque Handel. Avec un contre-ténor, je pense que c'est toi qui me l'avais fait découvrir la première fois, Easton Davis, avec Léa de Sandre. D'ailleurs, je suis en train d'arranger qui va venir à l'émission. Il parle français ou tu vas le faire en anglais? En anglais, tant pis. Alors, donc, un disque tout récent, Eternal Heaven, Ciel éternel. Connais-tu l'ensemble Jupiter avec Thomas Dunford? Écoute, tu sais, j'ai commencé à découvrir le disque, là, puis j'arrivais plus à avancer parce que je réécoutais les plages au fur et à mesure, tellement je trouvais beau. Tu sais, de la musique baroque, quand tu as cet équilibre parfait entre la sensibilité la plus parfaite, tu tires l'élastique de la sensibilité le plus loin possible avant que ça devienne du maniérisme. Tu comprends? Mais ça. Que tu vis, que tu es comme en train de faire l'amour avec la chanteuse tellement le son, la manière dont elle... Tu es en train de le vivre physiquement, mais ça ne tombe jamais dans le maniérisme. Parce que puis le maniérisme, c'est la pire affaire. C'est la pire affaire, mais il faut de l'expression, mais il ne faut pas que ça tombe dans le maniérisme. Puis le maniérisme arrive toujours à la fin de la note. Alors, donc, Ciel éternel, l'ensemble Jupiter, avec ses 2 chanteurs extraordinaires, un disque tout Handel. Wow, OK. Ouais. Tabarnouche. OK, ça, c'est dans tes kicks des derniers temps, mais je dis... Des derniers temps. OK. Récent aussi. Veux-tu un autre disque? Oui, ben oui. Éric Lesage, grand pianiste français qui vient au Domaine Forgette encore l'été prochain, qui a fait un disque, et ça, c'est bien intéressant, sur Sony, qui s'appelle Jardin suspendu. Il a pris de la musique d'il y a 100 ans pour piano,
un disque, là, je pense qu'il y a 22 compositeurs pour 25 plages, quelque chose comme ça, là. Donc, quelques noms connus, comme Éric Satie, Poulenc, mais plein de noms inconnus. Quelques femmes comme Germaine Taillefer, Cécile Chaminade, Nadia Germaine Boulanger, Taillefer. Lily Boulanger. Ce qui est fascinant, déjà, d'avoir 4 femmes sur un disque de musique de cette époque-là, mais des noms comme Déodat de Séverac, puis des noms très, très poétiques, Guillaume Samazeuil, puis des noms comme ça de compositeurs très peu connus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont utilisé, à cette époque-là, qui était une époque de grande agitation, tu sais, les années folles, la Belle Époque, c'est donc avant et après la Première Guerre mondiale. Ils ont utilisé le piano comme on l'utilise en ce moment dans un certain courant de musique qu'on dirait néoclassique ou classique moderne, comme un refuge d'intimité. C'est-à-dire, le piano, c'était le confident des états d'âme. La musique est plus complexe que la musique, mettons, de Strelitzky ou de Jean-Michel Blais, là, parce que c'est à eux que je faisais allusion 100 ans plus tard. Mais c'est ce même rapport au piano comme un instrument de l'intime, un instrument, tu sais, parce que... OK, donc il est pas donc dans la prise de son est proche parce que non, mais c'est pas la même prise de son. Non, c'est dans l'usage que le compositeur faisait du piano dans sa vie. C'est ça que je veux dire, comme un carnet intime. Et c'est là que je fais la comparaison. C'est pas du tout dans la prise de son. Je pensais que c'était stylistiquement comment c'était présenté dans le genre. Je comprends ce que tu veux dire. Ce qui fait un peu penser, c'est la forme d'avoir un disque avec plein de courtes pièces et que ce soit tout du piano et que ce soit de la musique, justement, qui fasse toujours allusion à soit de la rêverie, du temps suspendu, un doute. Tu sais, ça va beaucoup dans le questionnement humain, intime, ce qui est pas mal la texture qu'on recherche. Mais non, comme son, là, c'est pas la même chose. Là. Non. Sauf que les gens... original, cela dit quand même. Les gens qui aiment ça, les disques de la musique classique contemporaine là, de Strelitzky et compagnie, moi, j'aurais envie de leur dire, achetez celui-là. Vous êtes habitué à ce son, au fait d'avoir du piano dans votre environnement. Vous allez voir, par moments, ça va vous bousculer juste un peu plus, mais vous allez quand même avoir l'impression d'être accompagné dans votre réflexion, dans votre façon de regarder la vie. Parce que c'est ça, cette musique-là aussi. Oui. T'sais. C'est de la musique à images pour vos images. Moi, souvent, c'est comme ça que je décris ce courant-là. Trame sonore de votre vie. Trame sonore. Oui, puis il n'y a pas de mal à ça. Moi, c'est un peu moins mon truc, mais en même temps, des fois, c'est vrai que ça peut bien accompagner instrumentalement, mais je suis curieux de voir ça. Justement, c'est courte bien, puis justement, Germaine Taillefer, j'en joue dernièrement. Ah bon? Elle a écrit un seul quatuor à cordes. OK. Vraiment beau, vraiment joli, même par limite étrange, avec tu reconnais toutes sortes d'influences, mais c'est vraiment bien fait. Puis non, je vais aller écouter ça. Cool, merci bien. Et c'est tout? Pas un film, quelque chose? Non, c'est bon? Ben écoute, non, je n'irai pas avec... Non, j'ai vu 2 films récemment, mais j'ai des réserves. C'est dur, que j'enverrai pas les gens. Je trouve que des livres puis des disques, en ce moment, ça nous habite plus longtemps. C'est plus On vit avec, Excuse-moi, là, tu me parais parce que je trouve ça difficile, le cinéma, en ce moment, en général. Il y a Tard, dont tu m'as parlé tout à l'heure. C'est parce que là, on est dans la fameuse fin de saison où est-ce que tous les films à Oscar sortent, mais outre ce temps-là de l'année, en général, je trouve qu'il y a une quantité incroyable de films qui sortent, puis la majorité, ils sont pas bons, là, puis je veux pas être méchant en disant ça, mais faut se rendre quand même à l'évidence, là. C'est difficile cinématographiquement ces temps-ci. On n'en dira pas plus. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. Merci, Frédéric. Puis musicalement, tu fais-tu des petits projets secrets aussi? Ben, je sais qu'on joue ensemble, mais à part ça, est-ce que c'est pas secret? On a encore quelques concerts. Je sais pas quand est-ce que cette balado va être publiée. Elle va être probablement dans 2-3 semaines. Ouais, OK. Alors, peut-être de justesse, le 15 décembre, on fait un concert à la Chapelle historique du Bon-Pasteur pour souligner les 250 ans du clavecin Kirkman qui est à la Chapelle, qui est un instrument qui a été fabriqué à Londres en 1772. Et on va être plusieurs clavecinistes, puis en même temps, on va raconter l'histoire de ce clavecin-là. Alors, moi, je vais jouer probablement la première pièce du concert, puis ensuite, je vais surtout faire un genre de talk show musical le reste de la soirée. Puis c'est quoi OK, parfait. Ben regarde, rien que parce que tu viens de le dire, je vais sortir l'épisode le 12 décembre pour annoncer ça. Merci, ça risque d'être déjà plein anyway. Mais bon, c'est pas bien grave. OK, à bientôt. À bientôt, Fred. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert.
Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.